Merci. Vous m'entendez bien? Oui. Alors, je me centrerai moi sur le terrain métropolitain de la France métropolitaine entre 1945 et 1962. Pour rappel, entre 1945 et 1962, on passe d'une population immigrée algérienne en France d'environ 50 000 en 1945 à 400 000 en 1962. Donc c'est une immigration massive, massivement ouvrière et massivement syndiquée et politisée. Parmi ces dizaines, ces centaines de milliers d'Algériens qui sont présents en France, il y en a quelques milliers, je ne peux pas donner de chiffres précis, qui sont membres du Parti communiste français. Et ce, depuis l'entre-deux-guerres, c'est toujours le cas après la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire qu'ils sont finalement dans un nombre relativement proche de celui des communistes colonisés en Algérie. Voilà, quelques milliers, parce qu'il n'y a jamais eu plus de 7 à 8 000 Algériens en Algérie qui étaient communistes. Alors, quand on étudie les relations entre les communistes du pays colonisateur et du territoire colonisé, se centrer sur l'espace métropolitain, comme je vais le faire ici, ça permet de déplacer la focale. Parce que quand on étudie les relations, je dirais, au sommet, entre Parti communiste français et organisation communiste d'Algérie, finalement on s'intéresse qu'à une poignée d'individus et à très peu de colonisés parmi eux. Par contre, quand on s'intéresse à l'espace métropolitain, on va s'intéresser à des relations, je dirais, à la base, entre des militants immigrés algériens et des militants français. Et là, ça concerne des milliers d'individus, parmi lesquels des milliers de colonisés. Alors, le point de vue que je vais adopter ici, ce sera, j'avais dit communistes français et communistes algériens, mais je vais plutôt faire la relation entre communistes algériens et communistes français, c'est-à-dire mon point de vue sera plutôt celui des immigrés algériens communistes en France. Pour traiter de leur expérience, je traiterai 3 thématiques qui seront de part et d'autre de 1954, c'est-à-dire avant la guerre d'indépendance algérienne, puis après la guerre, pendant la guerre d'indépendance algérienne, donc entre 1954 et 1962. Ces 3 thématiques, ce sera les suivantes. D'abord, les modes d'organisation des immigrés communistes algériens en France. Sont-ils des communistes algériens ou des communistes français? On verra ce que cette question peut recouvrir. Deuxième thématique, les discours et les actions de ces militants immigrés sont-ils conformistes à l'égard de la ligne du Parti communiste français? Sont-ils avant-gardistes ou débordent-ils cette ligne? Troisième thématique, ce sera les relations à la base entre ces militants algériens et ces militants français sur le sol métropolitain. Alors, première grande partie, si vous voulez, avant le déclenchement de la guerre d'indépendance, avant l'insurrection de 1954. Première question, les communistes d'Algérie, présents en France, sont-ils des communistes algériens? Alors, cette question, finalement, pose une autre question. Doivent-ils militer dans des cellules classiques du Parti communiste français ou être regroupés dans des organisations spécifiques, proprement algériennes, sur le sol français? Après la Seconde Guerre mondiale, progressivement, le Parti communiste français décide la création d'organisations spécifiques sur le sol français. C'est à la fois un souhait de la base militante algérienne en France, parce qu'ils estiment qu'ils doivent lutter spécifiquement d'abord pour leurs conditions d'immigrés en France, et puis d'autre part pour la situation de leur territoire d'origine, donc immigrés et colonisés. Donc c'est un souhait de la base militante, et il semblerait même qu'il y ait des regroupements qui se soient faits spontanément en fait, à l'intérieur du Parti communiste français entre immigrés algériens. Mais c'est aussi un souhait de la direction du Parti communiste français, dans le cadre, je dirais, de sa politique de concurrence avec les nationalistes algériens sur le sol français, mais aussi d'une politique d'alliance, une recherche d'alliance avec les nationalistes. Alors, ce qui va se mettre en place après 1945, plutôt à la fin des années 40, ça suit finalement le modèle de la main-d'œuvre immigrée dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la création de ce qu'on appelle les groupes de langue qui existaient donc, pour les immigrés d'Europe à partir de l'entre-deux-guerres, qui ont joué un rôle important dans la résistance, et qui vont être créés après la Seconde Guerre mondiale pour les coloniser cette fois. Donc ils regroupent seulement une partie des immigrés des colonies, tous ne militent pas dans les groupes de langue, mais ça témoigne d'une volonté de la direction du parti d'avoir des organisations spécifiques. Ces organisations spécifiques, ces groupes de langue, dépendent directement de la section coloniale, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas rattachées à des sections locales du Parti communiste français, elles dépendent directement de la section coloniale. Alors, une première photographie ici, c'est des photos que j'ai récoltées chez d'anciens militants.
On est en 1952, vous avez trois personnages. À gauche, c'est son mariage, c'est pour ça qu'il est si bien oublié. Bekouche, qui est responsable du groupe de langue tunisien, même s'il est algérien d'origine. Mesouak, qui est responsable du groupe de langue marocain. Et Ould Daoudia, qui est responsable du groupe de langue algérien. Ça, ce sont les groupes de langue étudiants. Donc, deux étudiants en médecine, un étudiant en droit. Ces groupes de langue, à ma connaissance, ils n'existent qu'à Paris. À Paris, en région parisienne. On va trouver d'abord un ou plusieurs, je ne sais pas, groupes de langue de travailleurs algériens. Ces groupes de langue de travailleurs algériens vont regrouper des ouvriers, de familles musulmanes et des hommes. Ce sont des hommes de familles musulmanes ouvriers. Par ailleurs, il y a un groupe de langue étudiant. Ce groupe de langue étudiant, il va regrouper, là j'ai plus d'informations du fait de témoignages de ces anciens membres, une trentaine de militants à peu près, là je parle entre 48 et 56, donc une trentaine d'étudiants algériens. La majorité d'entre eux sont issus de familles musulmanes. J'en montre deux exemples qui sont des dirigeants importants de ces groupes. Inal, qui mourra au Maki en 56, d'où la date de décès précoce, étudiant en histoire. Ould Daoudia, qu'on voit ici, étudiant en droit, qui lui sera assassiné par les services secrets français en 1959 en tant qu'avocat du collectif FLN. Ça, c'est pour les militants issus, disons, de familles musulmanes, même si Ould Daoudia est issu d'une famille de convertis au christianisme. Je passe là-dessus. Il y a aussi une forte minorité d'étudiants juifs, ce qui va distinguer du groupe de langue des travailleurs, on est uniquement sur des musulmans. Là, il y a une forte minorité de juifs, donc par exemple André Bekouche, que vous avez ici, étudiant en physique, et Jean Bekouche, qu'on a vu tout à l'heure, qui est le cousin d'André Bekouche, et Roland Doucan, tous les deux étudiants en médecine, également originaires de Constantine, et juifs. Il y a aussi quelques Européens d'Algérie, mais en très petit nombre, parmi cette trentaine d'étudiants, dont Colette Grégoire, que vous avez ici, ce qui indique aussi qu'il y a quelques femmes, contrairement au groupe de langue de travail. Ça, c'est le premier signe d'une volonté de prise en compte de la spécificité des immigrés algériens sur le sol français par le Parti communiste. En dehors de Paris, c'est très difficile de savoir comment ça se passe, mais on peut supposer qu'il y a, de manière plus ou moins formalisée, des groupes d'Algériens communistes qui se forment à l'intérieur du PC, de manière, encore une fois, plus ou moins informelle. Le deuxième signe d'une volonté de prise en compte de la spécificité des immigrés algériens sur le sol français, c'est la création de ce journal, d'Algériens en France. Alors là, c'est un numéro tardif, en mars 1955. Les premières publications datent de 1948, de l'Algérien en France. Il y a une centaine de numéros qui vont être publiés jusqu'en 1960, c'est un mensuel. C'est un journal qui est rédigé par des cadres de la section coloniale, c'est-à-dire par des communistes français, mais aussi par des immigrés algériens. Dernier élément important de cette volonté de prise en compte de la spécificité, c'est la commission nord-africaine de la CGT. La commission nord-africaine de la CGT, alors on dit nord-africaine, mais majoritairement elle est composée d'Algériens, qui va regrouper des communistes et des nationalistes algériens qui évidemment interagissent au quotidien avec les communistes français, mais dans le cadre de cette organisation spécifique. Alors, une fois qu'on a vu ça, la seconde question, c'est comment ces communistes immigrés algériens, organisés spécifiquement, se positionnent par rapport à la ligne du Parti communiste français. Pour ça, on a plusieurs sources. Première source, l'Algérien en France, dans laquelle s'expriment des immigrés algériens. Bon, c'est un journal du Parti communiste français dirigé par la section coloniale, donc on a là forcément la ligne du parti qui s'exprime. Les Algériens qui s'expriment dans ce journal, ils vont osciller finalement entre deux discours. D'abord, le discours, je dirais, classique de la direction du PCF sur la ligne algérienne, sur la question algérienne, et puis d'autre part, un vocabulaire indépendantiste, patriotique algérien, national algérien, qui évidemment se distingue du vocabulaire du PCF. Par exemple, dans les articles comme celui-ci qui sont consacrés aux écrivains algériens, comme Mohamed Zib ou Kateb Yassine, qui écrivent eux-mêmes dans l'Algérie en France, et qui parfois développent des discours patriotiques. Alors, là, on ne peut pas considérer que ce sont des écarts par rapport à la ligne du Parti communiste français, mais plutôt d'une division des tâches qui est assumée par le Parti communiste français, c'est-à-dire que la radicalité anticolonialiste, elle va être laissée aux colonisés, dans leur territoire d'origine, aux immigrés des colonies quand ils sont en France, et puis cette radicalité anticolonialiste, elle est aussi parfois déléguée en quelque sorte au mouvement de jeunesse et au mouvement d'étudiants. C'est une division des tâches. Il en va autrement d'un second journal dans lequel s'expriment les immigrés algériens, qui est le journal étudiant anticolonialiste. Donc là, vous voyez une diffusion par
de Algériens, juifs algériens, Nicole Tayeb et Roland Ducamp. Donc Roland Ducamp qui est membre du groupe de langue des étudiants algériens. Alors c'est quoi étudiant anticolonialiste? Cette fois, c'est pas un journal du PCF. C'est un journal qui a été créé par Jacques Vergès en 1948 et qui vise à fédérer l'ensemble des associations d'étudiants anticolonialistes à Paris, mais en effet, il est rédigé par des membres des groupes de langue réunionnais, groupes de langue vietnamiens, etc., qui s'expriment à l'intérieur de ce journal. Alors, ce journal étudiant anticolonialiste, d'une part, il va reprendre systématiquement la propagande de guerre froide du Comintern. Aucune surprise dans ces documents, dans ces articles de politique internationale. Par contre, sur la question coloniale, les rédacteurs de ce journal vont avoir un discours beaucoup plus radical que celui du PCF, c'est-à-dire qu'ils réclament l'indépendance immédiate de toutes les colonies, Antilles et Réunion comprises, dès 1948-49. Par ailleurs, et ce dessin est très significatif, Jean-Pierre Chabran, l'ancien maquisard communiste français, fait ce dessin pour le journal étudiant anticolonialiste. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a du blanco sur la baïonnette. Au départ, c'est écrit impérialisme. Les étudiants colonisés barrent impérialisme et remplacent par colonialisme français. Là aussi, c'est vraiment un écart par rapport à la ligne classique du Parti communiste. Enfin, en 1952, à l'intérieur de ce journal, on trouve un soutien à la lutte armée en Tunisie. Pareil, on n'est pas dans la ligne du Parti communiste français. Alors, est-ce que là encore, c'est une division des tâches qui est assumée, ou est-ce que c'est un débordement par ces étudiants de la ligne fixée par le Parti communiste français? Selon moi, c'est un débordement. Pourquoi? Parce que ça crée des tensions entre les cadres du PCF et ses étudiants. On a des témoignages à la fois de ces étudiants et des cadres du PCF qui témoignent que là, il y a des tensions. Alors, ces tensions, est-ce qu'elles relèvent juste de divergences stratégiques? C'est pas le moment pour ce genre de mot d'ordre, etc. Ou est-ce qu'elles sont des divergences de fond sur la question commune? Je laisse ces questions en suspens. Troisième élément, c'est les relations interpersonnelles entre ces militants algériens et les militants français sur le sol français. Alors, je pense qu'on peut dire que ces relations, la qualité de ces relations, va dépendre avant tout de l'intérêt des militants français pour la question coloniale. En milieu étudiant, premier exemple, les anciens membres du groupe de langue algérien disent qu'ils étaient plus à l'aise avec d'autres Algériens au sein du Parti communiste ou avec d'autres colonisés, à la fois pour des raisons politiques, mais aussi pour des raisons, je dirais, affectives, identitaires. Bon exemple ici, vous avez une fête des groupes de langue algériens, tunisiens, marocains, ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils sortent ensemble, etc. Mais en même temps, ils côtoient des étudiants communistes français. Et ils créent des amitiés, voire des amours avec des étudiants communistes français. Je reviens sur Jean Bécouche, là, le jour de son mariage, c'est toujours la même série de photographies. Alors, à son mariage, il y a qui est présent? Il n'y a que des communistes. Mais ceux qui sont là, c'est à la fois des communistes tunisiens, marocains et algériens, mais aussi quelques communistes français qui sont présents. Et puis, Jean Bécouche, il épouse une communiste française. Une étudiante, juive, tout comme lui, mais communiste française. Donc, il y a des possibilités de rencontres qui vont jusqu'au mariage entre Algériens et Français. Et puis, on peut parler d'une influence réciproque. Là, dans le milieu étudiant, entre Français et Algériens, au sein du Parti communiste, déjà parce qu'il y a certains colonisés qui adhèrent au Parti communiste français au contact d'étudiants français. Et puis, à l'inverse, il y a des étudiants français communistes qui vont saisir l'importance de la question coloniale parce qu'ils côtoient ces étudiants algériens ou venus d'autres colonies. Deuxième exemple, en milieu ouvrier, où là, c'est la CGT qui va être un point de rencontre très important, puisque, par exemple, des nationalistes algériens au sein de la CGT vont devenir communistes au contact des communistes français. Et puis, on prend ici l'exemple de Renaud Billancourt. Vous voyez cette photo en 52, où des militants du Parti communiste, donc vous avez Clara Deloire qui est au premier plan, vont avoir des relations de confiance, d'amitié, politique mais aussi d'amitié, avec des Algériens, notamment ici Larbi Ben Daoud, qui n'est pas communiste, qui est nationaliste, mais c'est pour vous dire qu'au sein de la CGT, il y a ces liens aussi qui vont se créer entre Algériens et Français. Et Clara Deloire, clairement, c'est quelqu'un qui va se radicaliser sur la question coloniale au contact des Algériens de Renaud Billancourt, des milliers d'Algériens qui sont en Renaud. Bon, mais tout ça reste à explorer. Là, j'ai pris quelques exemples d'étudiants ouvriers, il faudrait aller voir un peu plus.
Je passe à la période de la guerre d'indépendance. Je vais accélérer un peu parce qu'il me reste 5 minutes. Sur la période de la guerre d'indépendance, c'est une période de rupture et de reconfiguration dans les relations entre Français et Algériens. Bon, d'abord, la grosse question, c'est celle de comment se positionnent les communistes algériens de France face aux positions de la direction du Parti communiste français au début de la guerre d'indépendance. Ces positions, c'est d'abord le premier communiqué du bureau politique du Parti communiste français, le 8 novembre 1954, qui semble condamner l'action armée en évoquant des actes individuels susceptibles de faire le jeu des pires colonialistes, si même ils n'étaient pas fomentés par eux. Les archives du Parti communiste français et les témoignages font état de la colère des militants algériens immigrés face à cette proclamation. Pour autant, il n'y a pas de rupture à ce moment-là, me semble-t-il, c'est-à-dire il n'y a pas des Algériens qui quittent le PCF dès le début de l'insurrection. En fait, les témoignages de militants immigrés, ceux en tout cas qui pouvaient interagir avec des cadres du Parti communiste français, des dirigeants du Parti communiste français, ils indiquent quelque chose qui peut peut-être sembler un peu étonnant par rapport à l'historiographie dominante, mais c'est une position en quelque sorte double des dirigeants du PCF. D'abord, ces dirigeants ne sont pas hostiles à une participation des communistes algériens à l'insurrection. Et même, ils ont par exemple accueilli Sadek Adjeres, dirigeant du PCA, à l'été 55, le mettre en relation avec des anciens dirigeants FTP dans les locaux de la section communale pour discuter de questions pratiques, matérielles sur la lutte armée. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'ils vont organiser des rencontres entre Akash, Adjeres, qui arrivent d'Algérie, et les groupes de langue, où ils discutent. Et ils discutent de quoi? Ils discutent évidemment de l'insurrection. Alors ça ne veut pas dire qu'ils leur disent rentrer en Algérie faire la guerre, mais voilà, ils en discutent. Et c'est à ce moment-là, à la suite de ces rencontres, que Inal, Grégoire et d'autres ont décidé de rentrer en Algérie pour militer. Et ça, le Parti communiste français ne s'y oppose pas. Inal va rejoindre le maquis, Grégoire va être torturé dans l'action clandestine à Alger, etc. Ça, c'est le premier pôle de la position des dirigeants communistes français. Mais le deuxième pôle, c'est il est hors de question de soutenir l'insurrection depuis le sol français. Il est hors de question que les membres du Parti communiste français soutiennent le FLN ou l'insurrection. Et certains immigrés algériens disent que c'était un ordre du parti auquel on n'a pas obéi, et c'était un ordre. Mais la vraie rupture, c'est évidemment le vote des pouvoirs spéciaux en mars 1956, vote de la loi sur les pouvoirs spéciaux, qui provoque l'assez immédiat dissolution des groupes de langue. Travailleurs et étudiants, là ils quittent le parti. Ils quittent le parti, il n'est plus question de discuter. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils quittent le parti, ils rejoignent le FLN. Ils rejoignent le FLN individuellement, en restant au service du FLN. Ça ne veut pas dire que tous les Algériens quittent le PCF. Là je parle des groupes de langue. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Évidemment, il reste des Algériens au sein du PCF pour le Dans ce contexte, vote de la loi sur les pouvoirs spéciaux, là s'ajoute un deuxième élément. C'est que la loi sur les pouvoirs spéciaux provoque une répression très importante en Algérie, y compris contre les communistes algériens. Or, les communistes algériens qui sont réprimés, certains sont expulsés d'Algérie vers la France. D'autres, traqués, se réfugient en France. D'autres encore, emprisonnés, sont transférés en France. Donc il y a plein de communistes algériens qui arrivent sur le territoire métropolitain. Dans ce contexte, Larbi Bouali, qui est premier secrétaire du PCA, vous l'avez ici à Prague, avant de rejoindre Prague, il est en Algérie, il quitte clandestinement l'Algérie pour se rendre à Prague, il passe à Paris. Et à Paris, de quoi il discute? Il demande à la direction du PCF, maintenant ça suffit, les communistes algériens qui sont en France dépendent du Parti communiste algérien. Ils ne dépendent plus du Parti communiste français, d'ailleurs ils viennent de le quitter, pour un certain nombre d'entre eux, donc il faut faire quelque chose. Alors, on pourrait dire que ça c'est un signe d'une tension, voire d'une rupture. Mais en fait, ça correspond aux intérêts des deux partis. Le Parti communiste français, en faisant en sorte que les immigrés algériens militent au sein du Parti communiste algérien, il se débarrasse d'éléments turbulents qui avaient tendance à vouloir aider le FLN, soutenir le FLN. De son côté, le Parti communiste algérien, c'est évidemment son intérêt d'exister sur le sol français. Alors, je ne peux pas développer sur cette fédération de France du Parti communiste algérien, je vous montre juste une photo de Boualem Khalfa, qui est à partir de 61 dirigeants de cette fédération de France. Et puis ce bulletin clandestin où on voit tout l'intérêt pour les communistes algériens de rejoindre la Fédération de France du PCA et de ne plus être au PCF. Pourquoi? Parce que dans ce bulletin, ils disent quoi? Vive notre glorieuse armée de libération nationale qui mène des actions de sabotage et qui tue les soldats de l'armée colonialiste, etc. Impensable dans la presse du Parti communiste français, évidemment.
Je passe, est-ce que je peux prendre 2 minutes pour terminer? Alors, je passe maintenant aux relations à la base, pendant la guerre d'indépendance, entre les militants français et les militants algériens. On peut dire que ces relations, elles se réinventent pendant la guerre d'indépendance. Je distinguais 2 types de relations. D'abord, le parti communiste français, en tant que parti, et ses militants, en tant que membres du PCF, vont mettre en œuvre des solidarités matérielles envers les communistes algériens qui se trouvent en France. Alors ça veut dire quoi? Par exemple ici, vous avez Simone Benamara et Paul Boisis, qui sont tous les deux avocats, membres du Parti communiste algérien à Oran. Ils se rendent à Paris en vacances en septembre 1956, ils sont photographiés dans la rue. Quelques semaines plus tard, il y a des mandats d'arrêt contre eux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent entrer en clandestinité. Et comment ils entrent en clandestinité? Par le PCF. C'est-à-dire le PCF, en tant que parti, organise leur planque à travers des familles communistes françaises, puis leur exfiltration vers Prague. Deuxième exemple, ça c'est la chambre d'hôpital, cellule d'Henri Alleg. Je ne sais pas si vous voyez tout en bas à droite de la fenêtre, il y a un petit grillage qui est découpé. Henri Alleg s'échappe, et il s'échappe avec la complicité du Parti communiste français à Rennes, des militants communistes français, qui organisent son évasion. Bohem Rafa aussi s'évade, Ahmed Akash aussi s'évade, avec la complicité de communistes français à Caen, à Angers, à Rennes, etc. Donc c'est des actions clandestines, décidées par le parti. Bon, tout ça c'est des actes clandestines, et finalement, tous ceux qui vont se retrouver à Prague, là, exfiltrés, vous voyez ces photos de groupe, où ils sont encore plus nombreux, tous, à un moment donné, ils ont bénéficié de l'aide, de la solidarité des communistes français en tant que membres du PCF. Bon, ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que dans le cadre du militantisme sur le sol métropolitain, les communistes algériens, ils ont plutôt tendance à être proches des militants critiques. C'est-à-dire des militants du PCF qui sont critiques envers le PCF et envers sa ligne algérienne. Je prendrai juste 2 exemples. À Renaud-Billancourt, Clara Benoît, qu'on a vu tout à l'heure, elle va participer à la création de ce comité pour la paix en Algérie, dans lequel il y a des communistes, mais pas seulement. Et en fait, les membres de ce comité vont se mettre au service du FLN individuellement, et certains d'entre eux qui sont communistes vont être exclus du PCF pour cette raison. Deuxième exemple, à Marseille, Baya Laouchiche, que vous avez à droite, communiste algérienne, expulsée en 1956, va se lier politiquement puis amoureusement à Jacques Jurquet, militant critique du PCF sur la question algérienne, et la direction du PCF cherche à faire rompre leur union, alors pour plusieurs raisons, mais notamment parce que Baya Laouchiche est en contact avec le FLN. Bon. Du coup, pour conclure, pour ces militants-là, français ou algériens, la guerre d'indépendance, c'est un moment de tension, voire de rupture avec le PCF. Je parle de ces militants-là, de ces militants critiques. Ils reprochent au PCF sa tiédeur dans ses engagements anticolonialistes. Mais en même temps, au même moment, il y a d'autres militants immigrés qui sont compréhensifs envers la ligne du PCF et qui disent « Nous, ça va, ce que fait le PCF, c'est bon, c'est-à-dire nous aider quand on a besoin, mais pas aller plus loin dans le soutien, parce qu'il ne peut pas faire autre chose. » Donc il y a des militants compréhensifs envers le PCF et il y en a d'autres qui sont en rupture radicale avec le PCF. Ça montre quoi? Une hétérogénéité, une diversité des expériences vécues par les militants algériens eux-mêmes dans leur rapport avec les communistes du pays colonisateur. Et je crois que finalement, c'est à partir de ce petit terrain un indice parmi d'autres de combien la question coloniale, c'est un facteur de tension interne au mouvement communiste. Je vous remercie.